de nous avoir rejoints presque à la géosphère, en tout cas à la visioconférence de la géosphère. Je suis très contente d'organiser cette rencontre, même si j'aurais préféré qu'elle ait lieu en vrai, en chair et en os, mais on est encore contraint par les limitations de nombre de personnes par mètre carré. Comme la librairie est très petite, pour l'instant, on est tenu de faire des rencontres à distance, mais j'espère que en septembre, on pourra reprendre le programme d'animation dont on avait l'habitude. En tout cas, ce soir, je suis vraiment contente d'accueillir Agnès de France, Christophe Besse et François Place pour cette rencontre autour de ce qui reste de nous. Donc, un joli et très fort recueil publié aux éditions Le Port à Jauny en début d'année. Avant de leur laisser la parole, je tiens à simplement indiquer aux personnes qui sont là, donc d'une part, pour ceux qui ont pris en cours de route, si on coupe vos micros et vos vidéos, c'est pas qu'on n'a pas envie de vous voir, c'est juste que les contraintes techniques nous obligent à économiser le plus de bandes passantes possible. Mais vous serez bien entendu invités et encouragés à poser vos questions à la fin de l'intervention pour en savoir plus. N'hésitez pas. Et la deuxième petite chose que je voulais signaler, c'est que c'est l'avant-dernière visioconférence de la géosphère avant l'été. La semaine prochaine, nous en aurons une dernière avec Gilles D'accord. Bon, j'ai un son très alors, la semaine prochaine avec Gilles Sabrier, photojournaliste qui est à Pékin et qui va nous présenter à la fois son travail de photo, mais aussi ce qu'il a vécu en Chine pendant l'épidémie de coronavirus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi jeudi prochain à la même heure. Je pense que ce sera aussi une intervention de grande qualité. Mais ce soir, donc, nous allons parler de SOS Méditerranée, donc du travail mené par cette association dans l'espace méditerranéen et aussi du travail de création que François Place et Christophe Besse ont mené autour de l'action Méditerranée. Pour commencer, je propose de donner la parole à Agnès de France, donc bénévole à SOS Méditerranée et initiatrice du projet Ce qui reste de nous. Agnès est figée. Agnès, tu nous Agnès, entends? connexion. Aïe, aïe. Est-ce que si Agnès, on coupe la vidéo, est-ce que ça marcherait pas mieux? Agnès, tu es là? On n'a pas de son, on n'a pas de retour son. Non. Mais j'ai l'impression qu'elle avait un gros décalage Oui. sur l'image. Je suis embêtée parce que je veux bien présenter le livre, mais l'édition de SOS Méditerranée, elle était... Ah oui. Je vous entends, mais vous ne m'entendez pas. Ouais. Ah oui. Mais tu as peut-être ton micro qui est coupé, Agnès. Tu peux vérifier en bas de ton écran le micro? Et là, il y a marqué muet. Ah oui. Est-ce que Agnès, on peut se dire que tu te déconnectes et que tu te reconnectes en recliquant sur le lien de connexion? Ah, tout de suite. Du coup, en attendant, j'ai bien envie de vous présenter brièvement donc, Ce qui reste de nous, qui est un recueil assez percutant sur le drame, en fait, le drame humain qui se joue en Méditerranée depuis des années. 38 contributeurs y ont participé, à la fois des auteurs illustrateurs et des illustrateurs.
Et chacun a sa manière à témoigner de son ressenti par rapport à ce drame. Et le résultat est est vraiment un livre très dense. Ce sont des contributions assez courtes. Les plus longues font 4-5 pages. Et certaines sont simplement des dessins. Enfin, je dis simplement pas pour dénigrer les dessinateurs, hein, que les choses soient bien claires pour Christophe et François. Ça y est, on s'en va. Ouais, voilà, c'est ça. On a perdu tout le monde. On peut Ça y est, on part. Et à la fois par la poésie, par le biais de la nouvelle, de la caricature, de la bande dessinée, je trouve que cette multiplicité de voix permet de restituer la multiplicité aussi des destins de ces personnes qui prennent la mer un peu contraints et forcés. C'est très beau. Après, c'est à destination, a priori, de la jeunesse, mais de la jeunesse, pas de la petite enfance, quoi. On est vraiment à partir de 10-11 ans, pas avant. Parce que finalement, le propos n'est pas édulcoré du tout, ce qui est plutôt bien, je trouve. On s'adresse à des enfants qui sont capables de comprendre la dureté du monde et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, si Agnès n'est pas encore revenue Je avec peux nous, lire, par exemple, le texte. On avait prévu de faire ça. voilà. En attendant Agnès, je peux lire mon texte. Oui. Donc moi, en fait, j'ai pensé écrire une lettre à l'Aquarius quand c'était l'Aquarius qui opérait dans les eaux méditerranéennes. Et donc, c'est ce qui m'est venu immédiatement. Je t'imagine à quai. Tes réservoirs se remplissent de fioul. On charge tes soutes de palettes de provisions diverses, rations énergétiques, alimentation, bouteilles d'eau, kits de survie, gilets de sauvetage. On embarque du matériel de première urgence, des équipements médicaux et chirurgicaux, des stocks de pharmacie. On ausculte tes moteurs, on vérifie tes organes électroniques, on prévoit des pièces de rechange pour les avaries. Cela s'appelle armer un navire. Mais tu ne pars pas en guerre. J'entends quelques bribes de mots pendant que les équipes montent à ton bord. Il y a des marins, des sauveteurs, des médecins, des urgentistes, des humanitaires, professionnels et bénévoles. Ces paroles qui se nouent entre les banalités du jour et les nécessités du service, ce sont les cordes qui te tiennent. Tu es solidement amarré à cette rive et tu vas bientôt la quitter. Sur une autre rive, on entasse des hommes, des femmes et des enfants dans des rafiaux. Ils n'ont pas d'autre bagage que leurs vêtements. On les a dépouillés de tout le reste. Ils ont vécu le pire de l'humiliation, les insultes et les coups, parfois le viol et la torture. Leur vie tombe au fond d'un gouffre et leur seule chance d'en sortir, leur seul espoir, tient à la solidité de leur embarcation. Eux ne parlent pas, tremblent. Les voix que l'on entend dans la nuit sur une plage, ce sont les ordres menaçants des passeurs et les pleurs étouffés des enfants. Ce voyage est sans retour. On leur a promis une traversée de 4 ou 5 heures. Personne ne les a prévenus qu'ils n'ont pas assez de carburant pour atteindre la première terre. Personne ne leur a dit que le mélange d'essence et d'eau de mer qui clapote sur leurs pieds occasionne de graves brûlures. Ils sont encore vivants. Cher Aquarius, voilà quelques heures que tu as largué les amarres. Tu vogues. Je ne sais pas le temps qu'il fait, si les vagues sont hautes, la météo menaçante, s'il y a des nuages, si l'on voit les étoiles émailler le ciel de leur scintillement. Mais depuis Ulysse, le terme de voguer est un des plus beaux mots que puisse offrir une langue encore amoureuse du cosmos et de la poésie. Il contient la houle, l'écume, la rose des vents, la promesse des rivages et la liberté du détachement. Le destin aussi, et la fortune de mer. Va, vogue, vague. La beauté de l'étrave qui ouvre son chemin et le sillage, cette longue traîne blanche comme un panache, la fierté des navires. Tu rejoins cette zone des eaux internationales où viennent errer des radeaux surpeuplés à la limite des patrouilles de garde-côtes libyens. Dans la passerelle, tes officiers de quart ont l'œil rivé au radar. Un point lumineux sur l'écran, ce sont des centaines de vies au bord du naufrage, balancées au-dessus des abysses.
Je sais qu'ils ont terriblement froid, que leur détresse est immense. Si le point disparaît, c'est que leur embarcation a coulé. La panique déchaîne les plus forts et anesthésie les plus faibles. Ils se débattent, ils se noient. Ils finiront balayés par les vagues, entraînés dans les remous, anéantis. Ils n'auront pas de sépulture, pas d'adieu à leur famille, juste l'eau noire de l'oubli. Mais si tu parviens à les rejoindre à temps, Aquarius, si le point lumineux du radar dans le viseur des jumelles se révèle en silhouette à l'horizon, alors il est encore temps d'agir. Le plus souvent, tu arrives in extremis. Leur esquif menace de sombrer. C'est un radeau à moitié dégonflé ou une vieille coque de bois pourri ou de métal rouillé qui prend l'eau. Les passagers sont à bout de force, transis, hébétés de peur et de fatigue. Il fait peut-être nuit. La lumière des lampes torches fait ressortir le blanc des dents, des yeux, les reflets sur la peau humide, l'écume qui bouillonne. Il faut d'abord les rassurer, leur procurer des gilets de sauvetage et puis les transborder un par un, mener les plus fragiles au poste de secours, leur prodiguer les premiers soins. Des bébés sont nés à bord. Leurs mamans ont eu assez de courage et de force pour les porter jusque-là et les mettre au monde. Un sauvetage prend des heures et pas une seconde ne peut être perdue. Quelles que soient les circonstances, chacun connaît sa tâche et tient son rôle. Tu es bien armé, l'Aquarius, non pour tuer, mais pour secourir. Quand tu reviens au port, il faut se séparer. Il y a des larmes, des étreintes de main, des embrassades, tout ce qui fait la trame de l'humanité quand elle se veut fraternelle, des milliers de vies sauvées. Et le filet des lois qui tombe sur elle comme un pouce qu'on abaisse dans l'arène. Voilà, c'était ma contribution pour ce petit livre qui était une lettre à l'Aquarius du temps où c'était le navire qui portait secours aux malheureux qui traversent la mer. Merci beaucoup, François Place. Je crois qu'on a retrouvé Agnès. Est-ce que le micro d'Agnès peut être réactivé? Agnès, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. J'ai entendu ton texte, François. Merci. Ouais, c'était très beau, Oui. merci. Oui. Du coup, je pense que ça fait une entrée en matière très, très vivante et très forte. Et si Agnès, tu veux enchaîner en présentant SOS Méditerranée. D'accord, d'accord. Ça y est, vous m'entendez bien Oui, cette là, fois? c'est parfait. Là. D'accord, d'accord. Bien. Je voulais tout d'abord remercier la librairie, la Géosphère, remercier Magali pour cette invitation, pour la tribune que vous nous donnez pour SOS Méditerranée. Merci à François et Christophe d'avoir accepté aussi cette invitation. Voilà, bien, en quelques mots, je vous présente SOS Méditerranée. Si vous ne connaissez pas cette association qui a été créée en mai 2015 par deux personnes de la société civile, Klaus Vogel, un marin allemand, et Sophie Beau, une humanitaire française. Pourquoi créer cette association? Bien parce que dans les années 2010, les départs, les tentatives de traversée de la Méditerranée se sont accentuées et on a pu constater qu'il y avait énormément de morts en Méditerranée. Et donc, en réaction contre ce qui se passait, cette horreur qui se passait en Méditerranée, SOS Méditerranée a donc été créée. Et c'est en février 2016 que l'Aquarius a pu effectivement partir. L'Aquarius qui a pu être affrété grâce à la mobilisation citoyenne, puisque notre association, ce réseau européen d'associations de sauvetage en mer, ne fonctionne que grâce à la mobilisation des citoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de SOS Méditerranée. L'Aquarius est donc parti en février 2016. Il y a eu pas mal d'inconvénients. L'Aquarius a fonctionné jusqu'en 2018 et puis ensuite le relais a été pris par l'Océan Viking, qui est ce bateau que vous voyez là maintenant, qui est notre nouvel outil pour aller porter secours à ces personnes qui tentent de quitter la Libye
et de traverser la Méditerranée. Depuis donc février 2016, SOS Méditerranée et les marins sauveteurs de SOS ont porté secours à plus de 30 000 personnes. C'est beaucoup, ce n'est pas assez parce qu'il y a toujours des gens qui meurent en mer et c'est toujours une énorme colère de voir que l'Union européenne n'assure toujours pas cette mission de sauvetage en mer correctement. La mission de SOS Méditerranée est triple, c'est sauver ces personnes qui tentent de traverser la Méditerranée, les protéger, les soigner, comme l'a évoqué François dans son texte, les soigner, les préparer à arriver en Europe, et puis témoigner. Et donc, c'est cette troisième axe de la mission qui incombe plus spécifiquement aux bénévoles de SOS Méditerranée. Je suis donc moi-même bénévole dans l'antenne Héroltès de SOS Méditerranée. Et donc, nous qui ne sommes pas en mer, nous sommes donc la mobilisation à terre, nous essayons de sensibiliser un maximum de personnes à cette cause, à cette réalité aussi de la migration et à également ce contexte politique inconcevable d'absence des États qui n'assurent pas ce qui est dit dans le droit maritime. Voilà, donc nous intervenons dans les festivals, nous intervenons dans les concerts, dans des conférences, etc. Là où on nous invite pour prendre la parole et expliquer ce qui se passe et expliquer ce que nous faisons. Sensibiliser les plus jeunes est extrêmement important. Dans notre mission de sensibilisation, nous intervenons très souvent dans les établissements scolaires parce que effectivement, sensibiliser les jeunes, leur expliquer, ne pas les laisser seuls face à des discours parfois extrémistes, c'est quelque chose qui est vraiment pour nous une des missions essentielles. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'idée d'un recueil qui s'adresse plutôt aux jeunes est apparue. Alors, je voudrais saluer l'initiative précédente d'une autre bénévole de SOS Méditerranée, de l'antenne héroltaise, Monique Serrochaibi, qui a, l'année précédente, coordonné un recueil de textes, d'artistes, de calligraphes autour de l'errance, qui s'appelle donc, ce recueil s'appelle Au cœur de l'errance. Il est édité aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Et donc, ce recueil est là aussi pour sensibiliser à la réalité de la migration et recueil vendu lui aussi au profit de SOS Méditerranée. Et donc, Monique a eu ensuite envie de poursuivre cette expérience et cette aventure en coordonnant un recueil jeunesse, en réfléchissant à un recueil jeunesse. Et donc là, j'ai eu très envie de l'accompagner sur ce projet-là, étant par ailleurs bibliothécaire et ayant été bibliothécaire jeunesse. Et donc, j'ai eu très envie d'aller dans ce projet. Et je me suis permis de solliciter de nombreux auteurs, illustrateurs que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière de bibliothécaire jeunesse. Donc, j'ai sollicité énormément de contributeurs. Monique en a sollicité d'autres. Et puis, bien, nous avons donc eu une œuvre, 38 contributions. Et là, j'ai aussi sollicité une personne dont j'apprécie énormément le travail, qui est Mathilde Chèvre, des éditions Le Port à Jauny. Mathilde qui a eu un engagement extraordinaire à nos côtés et qui a réalisé ce recueil tel qu'on peut le trouver maintenant en librairie. Donc, elle a coordonné toute l'édition, elle a réfléchi à la mise en page, elle a fait son travail d'éditrice que j'étais bien incapable de faire. Donc, je souhaitais aussi la remercier encore parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je me suis lancée dans cette histoire sans bien réfléchir et après, heureusement que j'ai eu toutes ces aides.
Voilà. Et puis, eh bien, le recueil a pu aussi voir le jour grâce à la contribution des citoyens, puisque nous avons lancé un financement participatif sur Ulule qui nous a permis de réunir les fonds nécessaires à l'édition de ce recueil. Voilà l'histoire du recueil. Je préférerais maintenant redonner la parole à nos deux contributeurs qui nous ont fait ce grand plaisir d'être là. François, donc, qui a écrit cette magnifique lettre chère Aquarius, et même si l'Aquarius n'est plus notre étendard actuellement, c'est l'océan Viking, il a encore, bien sûr, cette lettre est toujours aussi actuelle. Et puis, Christophe a répondu aussi à cet appel, mais je les laisse tous les deux répondre parce que, comme vous le voyez, ils sont d'ailleurs dans la même pièce tous les deux. Donc, ils sont complices. On est dans l'atelier de Christophe. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, oui, avec François, nous sommes amis depuis longtemps. On était même en classe ensemble en 6e. Oui, ça remonte. Voilà, ça remonte. Et donc, on ne s'est pas vraiment perdu de vue. Et François m'envoie souvent des textes très amicalement comme ça. C'est pas spécialement pour, je sais pas pour me demander mon avis, mais parce qu'il a envie de le partager avant que plein de monde les voit, ces textes. Parfois, ce sont d'ailleurs des textes presque amicaux, enfin pour des événements comme des mariages ou bien parfois même voit des textes qui ne sont pas uniquement des livres à venir. Et un jour, tu m'as envoyé ce texte que tu viens de lire. Et moi, ça m'a bouleversé. J'ai eu envie, j'ai tout de suite eu une image en tête. Et je me suis dit, je vais essayer de m'inviter dans cette aventure. Bon, j'ai demandé à François s'il pensait que c'était faisable, et Agnès a confirmé très rapidement que je pouvais y aller. Donc j'ai fait une image que j'ai un petit peu de mal à expliquer parce que finalement elle n'illustre pas le texte de François, mais sans avoir lu le texte de François, je crois que je n'aurais pas pu la faire quand même. Alors c'est un peu curieux, ça peut vous sembler un peu curieux, mais son histoire d'avitaillement, là, où tout se prépare, où les coffres se remplissent, où chacun est à sa place, il faut rien oublier, enfin tout ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, et rapidement est venue une image, celle de l'Arche de Noé, avec une grande porte ouverte et naturellement tous ces réfugiés qui viennent. Alors, j'avais envoyé ce croquis que vous voyez là. Est-ce que vous le voyez, à Agnès, qui a eu l'air enfin, qui l'a trouvé pas mal. Et elle m'a encouragé à aller un petit peu plus loin et donc à réaliser ce dessin. Et donc, je vous montre une autre étape qui est le trait définitif. Et voilà, donc vous voyez, le bateau est à sec, il est posé sur des dunes de sable, il est entravé par tous ces politiques, toutes ces différentes de l'Europe. Enfin bref, c'est un mélange de tout ça. Et puis il y a quand même cet espoir. Alors là, vous voyez le dessin définitif. Il y a quand même cet espoir de, je sais pas, on peut imaginer que quand même il va réussir à repartir, à décoller de là. Mais voilà, c'est le dessin auquel j'ai pensé, et je suis très fier de participer à ce recueil.
avec ce dessin. Alors moi, j'avais une question justement au sujet de ce dessin. J'ai Oui, trouvé que quand même, ces histoires de SOS Méditerranée, il est énormément question de noyade. Et là, on est dans un désert et du coup, la noyade n'apparaît pas. Est-ce que c'est voulu? oui, c'est l'étape d'avant, parce que tous ces gens qui prennent la mer traversent des déserts avant. Et donc, je me suis dit, peut-être que l'Aquarius est là à les attendre avant, ça serait bien. Et si l'eau montait à ce moment-là, quand ils sont tous à l'intérieur, bah, finalement, ça serait un sauvetage déjà tout prêt. Mais bon, on peut l'interpréter de plein de manières. D'ailleurs, je suis assez confus dans mes explications. J'ai pas de c'est un visuel qui s'est imposé très rapidement quand j'ai lu le texte de François. Et je dois dire aussi que dans le même temps, j'ai vu un reportage à la télévision sur les bénévoles qui embarquent. Et vraiment, ça m'a. Enfin, je me suis dit que un petit dessin, voilà, c'est ce que je sais faire et je voulais l'offrir à l'association. Voilà. On peut dire Alors, aussi que le sable, les dunes sont aussi des vagues. Hein. C'est très proche comment dire, c'est l'immensité, le désert, et c'est aussi le sable, ce sont aussi des vagues. Ah ben voilà, Et ça puis, me va très bien comme explication. ce désert fait aussi écho à ce que vivent les personnes secourues, que l'on secourt sur l'Aquarius, l'océan Viking ou sur d'autres bateaux. Les chemins de la migration, ils démarrent avant, effectivement, avant le passage de la Méditerranée. Et ces routes migratoires sont elles aussi extrêmement mortelles. Beaucoup n'arrivent même pas jusqu'à la mer Méditerranée parce que ces personnes sont généralement prises dans les mailles des passeurs dès leur départ du village ou du pays, et ensuite sont vendues et revendues à des passeurs. Donc moi, c'est ce que j'ai vu. Alors chacun après, c'est l'important d'un dessin ou d'une illustration, c'est que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir aussi. Mais voilà, moi j'ai vu ça. Et cela conforte encore plus le volet sensibilisation que l'on assure, puisque on parle, on a des témoignages des personnes secourues, on a recueilli des témoignages, et nombreux sont ceux qui racontent ce périple extrêmement douloureux dans le désert, où ils perdent les amis, ils perdent la famille, où on a des enfants, des très jeunes enfants qui arrivent seuls sur le bateau parce qu'ils ont perdu sur les chemins de la migration les frères, les parents, les oncles, les tantes. Enfin, voilà. Donc, cette grande file de personnes, pour moi, est extrêmement évocatrice et très, très forte. Merci. Rebondir sur la démarche du dessin. François Place, tu es aussi un dessinateur. Alors, qu'est-ce qui t'a encouragé à passer par l'écrit plus que par le dessin dans ce projet? Parce que j'imagine que tu avais carte blanche. Ah oui, mais je pense que des fois les textes viennent vraiment très très vite. Hein. C'est quelque chose qui est très jaillissant. Et moi, le dessin, c'est un peu plus laborieux. Et donc, une fois que l'idée était partie comme ça en texte, enfin l'idée, même pas une idée, vraiment ce que ça représentait pour moi, j'ai vraiment eu envie de l'écrire comme ça d'un seul jet. Et en même temps d'écrire une lettre à l'Aquarius parce que c'est quand même très lointain d'ici, la Méditerranée, malgré tout, ça fait encore des kilomètres. Et voilà, d'écrire aux gens qui ont ce souci des autres, qui traversent la mer pour aller sauver des vies. On pourrait dire contre vents et marées parce qu'ils ne sont pas vraiment aidés dans cette tâche, hein, pas vraiment soutenus. Et voilà. Donc, mais je pense que quand on parle d'image un petit peu autour de ce thème, moi, il y a un tableau qui vient immédiatement, c'est le radeau de la Méduse de Jéricho. C'est
c'est vraiment ce rafio avec des gens qui sont tous tournés vers une toute petite voile qu'on voit minuscule à l'horizon. Là, il y a une mer qui est démontée et on voit une toute petite voile. Et tous les gens qui sont sur ce radeau font des signes, agitent des bouts de chiffon pour qu'on vienne les sauver. C'est un peu bizarre, mais je pense que on ne sait jamais, ça peut arriver à tout le monde, ça. On peut imaginer qu'une centrale nucléaire, je ne sais pas, explose et qu'on soit obligé de fuir nous aussi. Enfin, c'est pas quelque chose du tout qui nous est étranger, en fait. Ce sont des destins absolument tragiques, on en est probablement préservé, mais on n'en est pas du tout à l'abri. Donc, c'est quelque chose qu'on partage en vrai, à mon avis. En tout cas, qu'on pourrait partager. Voilà. Il faut toujours penser que ça pourrait être quelqu'un de nous. Je dis ça parce que quand j'étais jeune, j'ai vu un film à la télévision, enfin, c'était genre Dossier de l'écran. Et je crois que c'était au moment de l'île de Lumière, là, quand on allait repêcher des boat people au Vietnam. Et on voyait ces gens qui étaient exténués, qui étaient absolument, creusés de fatigue, de détresse, etc. Et sur le plateau, une de ces personnes prenait la parole, c'était un médecin très bien habillé, avec un français magnifique. Et moi, comme gamin, le raccord entre ces deux personnes, entre une personne, entre guillemets, voilà, qui est vraiment dans une détresse absolue, et, dans un état physique déplorable, on va dire, au sens qu'on peut le pleurer, et de voir quelqu'un qui était, comme un monsieur très très bien mis de sa personne, etc., avec un langage, etc. Ce raccord-là m'a fait penser, mais oui, c'est la même personne. C'est la même personne, celui qui est dans la détresse et celui qui vient parler à la télévision. Et il faut toujours avoir ça en tête, je crois, quand on pense à ces histoires-là. Ce n'est pas des histoires, qui appartiennent à des gens qui seraient, dès la naissance, voués à être dans la misère ou le malheur. Ils ont droit à cette part de bonheur. Voilà. Dans la démarche qui a été la vôtre à tous les deux, Christophe Besse et François Place, est-ce que vous avez créé vraiment à destination des enfants en ayant ça en tête, ou est-ce que pour vous, il s'agissait simplement de témoigner d'un ressenti et d'une situation, mais pas spécialement d'édulcorer le propos? En ce qui me concerne, je vais oser vous avouer que je n'avais pas compris au départ que le projet était un projet à destination des enfants. Je pensais que c'était un livre tout public, adulte même. Donc, que des adultes pourraient partager avec des enfants, bien sûr, mais pas spécialement fait pour eux. Mais de toute façon, Agnès, tout à l'heure, nous a dit que c'était ça un petit peu l'objectif. Donc, moi, en créant cette image, j'ai pas... Elle est très visible de toute façon, elle est pas... tous les âges. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je pense que de toute façon, il n'y avait pas d'autocensure à faire. Elle n'est pas effrayante, particulièrement. Quand on y songe, si, elle est effrayante. Mais quand on rentre bien dedans, voilà. Oui. Et pour moi, je crois que j'ai pas vraiment réfléchi si c'était pour des enfants ou des adultes. C'était vraiment plutôt quelque chose que j'avais envie d'écrire. Mais dans le recueil, il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de formes d'expression. Il y a de la calligraphie, il y a de la poésie. Il y a des gens qui ont écrit des fictions. Par exemple, Xavier Laurent Petit a écrit une fiction. Il y a un inventaire que j'ai trouvé très très beau. Alors je recherche le nom, c'est Éric Pessan, Inventaire d'une traversée. Il y a des dessins de Baudouin, qui est bien connu parce que c'est un dessinateur de bande dessinée qui va dans le monde entier et puis qui vraiment rencontre toutes sortes de gens, de populations. Il y a une sorte de témoignage de Clémentine Koenig sur un réfugié dans un camp en Grèce.
Et puis, il y a ce texte de Stéphane Servan qui apparaît comme une espèce de fiction. Et puis, on découvre à la fin du texte, en fait, de Stéphane Servan que les héros de son histoire, Joseph, Joséphina, Maria, en fait, Maria, c'est son arrière-grand-mère et qu'elle a vécu cette traversée. Non pas depuis l'Afrique, mais enfin une traversée pour aller chercher une vie meilleure, et que c'est son arrière-grand-mère qui a vécu ça. Et ça commence comme une fiction, et puis voilà, à la fin, il dit, mais c'est vrai, ça c'est arrivé dans ma famille. Voilà, donc je pense que la diversité des modes d'expression, que ce soit en dessin, en bande dessinée, en texte, en poésie, ça contribue. De toute façon, ça ne peut être qu'un kaléidoscope, ce genre de livre. Ça ne peut être une juxtaposition de point de vue d'émotion aussi, voilà, de la façon dont on peut prendre ça, parce que c'est pas un texte, comment dire, pour dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est vraiment, voilà, pour juste porter un peu l'attention des gens sur ce phénomène. Et Agnès de France, comment a été reçu ce recueil? Alors, je sais qu'il a eu encore une vie un peu courte puisqu'il est paru au mois de janvier et qu'on a été confinés à partir de mi-mars. Mais est-ce que déjà dans cette petite vie de livre, il y a eu des réactions à la fois dans les milieux enseignants, par exemple, milieu associatif et puis dans le grand public? Oui, ben, il a été bien reçu, pas sur une grande période, effectivement. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir relancer la dynamique maintenant. Alors, au niveau des enseignants, il n'a pas encore été vraiment bien identifié par les enseignants parce que le livre est paru en début février. En librairie, donc pas beaucoup de temps. Nous-mêmes, nous n'avons pas beaucoup eu le temps d'intervenir dans les écoles comme on le fait habituellement dans les collèges et les lycées pour également nous en servir. Par contre, alors moi, auparavant, avant la parution en librairie, en novembre ou décembre précédent, bon, j'avais déjà les textes, j'avais lu le texte justement de François à des jeunes à Strasbourg. Et voilà, ça avait été très, très émouvant parce que c'était la première fois que je le lisais et les jeunes, dans la forme du texte, ont vraiment très, très bien adhéré. Après, on a eu la chance de pouvoir le présenter au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, où François était là également et François Christophe était présent et on a pu le présenter avec également Stéphane Servan. Et là, cela nous a permis de le présenter à des éditeurs, à des responsables de salons également. Et j'ai depuis été contactée par plusieurs salons. Alors, plusieurs événements ont dû être annulés, dont les rencontres de Manosque. Mais voilà, on avait été vraiment bien reçus. On a eu pas mal d'émissions radio également. Et puis là, j'espère que on va pouvoir relancer tout ça. On a la chance d'avoir un article qui vient de paraître dans la revue spécialisée des libraires jeunesse, la revue Citrouille. Donc, dans le dernier numéro qui est sorti là en fin de semaine dernière, il y a une double page sur le recueil. Donc, j'espère que cela va permettre de nouveau de le présenter. Et puis voilà, je compte sur les libraires aussi pour nous aider, sur les bibliothécaires, parce que là, l'info est bien passée aussi au niveau des bibliothèques. Donc, j'espère pouvoir en parler encore et encore, effectivement. Oui, oui, oui. Et je pense qu'effectivement, cette forme, cette multiforme finalement, avec des textes et des illustrations, des contributions très différentes, permet à ce recueil de trouver ses publics. Parce que il y a des textes qui s'adressent plutôt à des plus jeunes, il y a des textes qui s'adressent aux préadolescents, adolescents, adultes. Et les œuvres graphiques, ça s'adresse vraiment très largement à des publics qui s'en emparent comme ils le souhaitent. Je souhaitais aussi parler un tout petit peu de notre jeune illustratrice qui a donc créé la couverture et puis
des œuvres à l'intérieur est une très jeune illustratrice, Gwenaëlle Tonnelier. C'est la première fois où elle est éditée. Elle expose en galerie, mais c'est sa première édition. Donc, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu présenter son œuvre aussi et son engagement humaniste, moi qui la connais assez bien, est vraiment connu et je trouve se perçoit dans ce qu'elle a fait également. Et je pense que la douceur de ces illustrations, tout en étant extrêmement pertinente, peut permettre aussi à un public assez large d'aller vers ce livre-là. Et alors, pour François et Christophe, il y a eu un échange autour au moins de leur œuvre commune, leur œuvre respective. Est-ce que les autres contributeurs ont échangé aussi entre eux au moment de la création de ce recueil, ou est-ce que chacun a fait de son côté et puis a découvert l'œuvre finale, l'œuvre collective au moment de la publication? Alors, certaines contributions sont arrivées avec texte et illustration. C'est entre autres le cas aussi de l'inventaire incomplet d'une traversée que tu as cité, François, ce texte qui est illustré par Patricia Cartereau. Il y a également une autre contribution, le poème qui s'appelle En noir outre-mer, au début, un poème d'Odile Fix qui a été illustré par Marie Deschamps. Et là, c'est vraiment un travail en binôme. Par contre, pour pour pratiquement toutes les autres œuvres, il y a eu soit une contribution écrite, soit une contribution illustrée. Il y a également le duo Nicole Ferroni et Sandra Colombo qui ont travaillé toutes les deux. Bon, il y en a quelques-uns. Mais sinon, j'ai sollicité, ou Monique a sollicité des contributeurs individuellement, et donc l'œuvre est unique. Donc il y a parfois que de l'illustration, il y a parfois que du texte, de la poésie aussi, mais pour la plupart, ils ont découvert, enfin oui, vous avez découvert le recueil à la fin avec toutes les contributions. Pendant un certain temps, j'ai communiqué avec vous tous, donc en vous donnant un peu le nom des personnes qui contribuaient, mais ça a été effectivement une surprise pour vous de voir le recueil terminé. Mais c'est souvent le cas quand ce sont des livres, comment dire, à plusieurs mains. C'est très souvent le cas, on découvre à la fin, à partir des différentes contributions. Oui. Voilà. Est-ce que les personnes connectées ont des questions? Elles peuvent être posées par écrit avec le bouton converser en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez aussi, on peut aussi vous réactiver vos micros si vous voulez poser la question de vive voix. Alors, en attendant les questions, moi j'avais une question à Agnès. Qu'en est-il de SOS Méditerranée maintenant? Qu'en a-t-il été pendant le confinement? Alors, pendant le confinement, l'Océan Viking a été arrêté, a dû s'arrêter, puisque nous avons effectué un dernier sauvetage début mars. Ce sauvetage qui a été dans des conditions assez difficiles, puisque nous avons dû garder les personnes à bord pendant un certain temps, puisque le confinement avait déjà commencé sur l'Italie. Ça a été assez compliqué. Donc, arrivé au large des côtes siciliennes, puisque nous débarquons habituellement les personnes secourues en Sicile, puisque c'est les zones les plus proches. Nous n'avons pas pu débarquer directement puisqu'il a fallu subir une quarantaine, 14 jours pour les personnes secourues et pour tout l'équipage. Ensuite, les personnes secourues ont pu être débarquées. Et là, la situation ne nous permettait pas de repartir en mer dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire
également, puisque on ne savait pas comment on pourrait faire pour ramener d'autres personnes. Si on avait des urgences médicales à bord, comment faire, puisque l'Italie avait l'ensemble de ses moyens médicaux réquisitionnés pour la pandémie. Il n'était pas question non plus de mettre les équipes en danger. Donc, il a été décidé de rentrer au port de Marseille. Donc, l'Océan Viking est rentré à Marseille et pendant toute la durée du confinement, il a été décidé de ne pas chercher envers et contre tout à repartir, risquant de mettre les personnes ensuite en difficulté. Là, le confinement est terminé, la situation sanitaire, la crise sanitaire n'est pas terminée, donc bien, c'est encore compliqué. Néanmoins, on s'efforce de réunir les conditions nécessaires pour pouvoir repartir en mer le plus rapidement possible. Et on espère que cela puisse se faire assez rapidement maintenant. Voilà, dans les semaines sans doute à venir, on espère. Parce que pour nous, ça a été une situation extrêmement difficile et douloureuse pour les marins sauveteurs, mais pour toute l'équipe de SOS Méditerranée, savoir que les départs continuaient de se faire, qu'il n'y avait plus aucune ONG en mer et que donc les naufrages se sont passés dans pratiquement l'indifférence générale. Il y a eu de nombreux morts en Méditerranée pendant tout ce temps. Donc, pour des marins sauveteurs et pour nous, nous aussi de l'association Les Bénévoles, c'est terrible, vraiment terrible. Donc, le souhait de repartir en mer, bien sûr, est très, très, très fort, mais dans de bonnes conditions sanitaires. Il n'est pas question qu'on mette les équipes en danger ou que l'on ne soit pas en capacité d'assurer la protection des personnes secourues telles qu'on le dit dans nos missions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent de vous qui nous écoutez? On a un public très sage ce soir. J'aurais voulu savoir, moi, François et Christophe, si c'était une thématique sur laquelle vous aviez déjà créé des œuvres, ou est-ce que où vous aviez déjà eu envie de créer, ou est-ce que c'était une première pour vous? Moi, c'était une première, hein, vraiment. Enfin, je suis plutôt sur les voyages imaginaires, mais là, c'est quand même. Et je suis même plutôt quelqu'un qui fuit un peu l'actualité, quoi, les problèmes de l'actualité en général. Donc voilà, oui, c'était un peu une première pour moi, ouais, de m'exprimer là-dessus. C'est curieux ce qu'il dit. Moi, je ne trouve pas du tout que ce soit quelqu'un qui fuit l'actualité, François. Non, mais qui veut dire... dans tes dessins, dans ce que tu Dans mes dessins, oui, dans mes dessins. Oui, voilà, dans mes modes d'expression, c'est ça ce que je veux dire. Parce que tu es hyper réactif tu es chatouilleux sur l'actualité même. Donc, voilà. Oui, moi, en ce qui me concerne, c'était aussi une première pour... enfin, j'ai déjà fait des dessins pour de presse. Oui, beaucoup. Je fais pas mal de dessins de presse, oui. Donc, voilà. Mais ce dessin-là était... c'était vraiment une illustration. C'est pas vraiment un dessin de presse. Il faut on se plonge dedans et puis on imagine tout ce que l'on veut. Mais souvent, les dessins de presse sont plus évidents. Il y a un parti tout de suite que l'on voit. Là, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer mon dessin et il est très lisible en même temps. Oui, il est très parlant. Complexe, ouais, moins immédiat en tout cas. C'est un peu une allégorie. Oui, voilà, oui, voilà. C'est ça. Oui. J'ai déjà fait des dessins pour des causes qui me sont chères, hein, bien sûr. Sur l'écologie, beaucoup. Alors l'écologie, oui, beaucoup, mais aussi pour la lutte contre le cancer, enfin des choses comme ça. J'ai fait des agendas pour des enfants, enfin des tas de choses comme ça, mais pour voilà, SOS Méditerranée, c'était une première, bien sûr.
Ouais, j'ai. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à cette démarche d'avoir sollicité des auteurs, des illustrateurs, de leur avoir laissé libre cours entre fiction et la forme aussi, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est peut-être un peu plus la bibliothécaire là qui parle. Je pense que l'art, la littérature, le graphisme permettent d'aborder des sujets délicats, des sujets complexes, des sujets violents, mais avec une certaine distance qui fait que la réalité est bien là, mais qu'on ne la prend pas en pleine poitrine, en plein visage. Et pour la jeunesse, je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Je ne sais pas, François, si tu te rappelles d'un échange que l'on a eu au tout début, où tu te disais pas légitime pour Oui, oui, participer, oui, oui. et j'ai essayé de t'expliquer comment moi je le voyais, et que je n'attendais pas qu'on raconte exactement un naufrage. Ça, on le sait, on peut le dire, mais justement, c'est parfois aussi très difficile de dire les morts, hein, de dire des enfants qui meurent, des bébés qui peuvent se noyer, enfin, et de le dire à des enfants ou à des jeunes, c'est encore plus terrible, je crois. Et donc, moi, dans cette démarche de recueil, c'était aussi d'apporter un témoignage, mais de façon un peu distanciée, avec toute la valeur de l'art. Très bien. Merci. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions qui émergent, et j'ai l'impression que c'est une belle conclusion de cette rencontre. Mais tu voulais peut-être rajouter quelque chose au sujet de SOS Méditerranée Oui, oui, puisque là, je suis dans mon rôle de militante, dans ma position de militante. Voilà, le recueil est donc vendu au profit de SOS Méditerranée. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait la présentation de SOS Méditerranée, c'est une association européenne de sauvetage en mer, une association citoyenne qui ne fonctionne qu'avec les dons, avec vos dons à tous, avec nos dons à tous, avec notre engagement. Une journée en mer de l'océan Viking, c'est 14 000 €. Mais vous avez vu, c'est un gros bateau. C'est un bateau qui peut accueillir plus d'une centaine de personnes secourues, qu'on peut garder sur le bateau. On a une clinique, voilà. Donc, c'est quelque chose qui coûte très cher, mais en même temps, une vie n'a pas de prix, une vie humaine n'a pas de prix. Donc, acheter le recueil, ce recueil-là, c'est contribuer aussi à SOS Méditerranée, à aider à SOS Méditerranée, puisque ce recueil est vendu 15 €, et donc l'argent revient à SOS Méditerranée. Donc, je ne peux qu'engager les personnes qui nous écoutent, et merci à elles d'avoir participé à cette rencontre, je les engageais à acheter le livre, à le diffuser, et puis ainsi aussi reconnaître les talents de tous ces contributeurs qui ont donné de leur temps, de leur art au profit de notre cause. Merci beaucoup. Merci Agnès de France, merci Christophe Besse, merci François Place d'avoir été parmi nous ce soir. Il y a un petit... D'avoir donné la voix Et à vous aussi. Projet. Donc, n'hésitez pas à venir le découvrir en librairie. Et merci à toutes les personnes qui étaient là pour nous écouter, vous écouter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir Christophe, au revoir François. Merci beaucoup. Oui.